Face à des milliers de partisans en liesse, Recep Tayyip Erdogan célèbre sa victoire au palais présidentiel à Ankara. Tout un symbole. Il rempile pour un 3e mandat. Notre nation nous a confié cette mission de nouveau pour une période de 5 ans. Nous devons nous focaliser sur nos rêves en tant que nation, nos ambitions et nous unir. Plus tôt, le président tout juste réélu s'est exprimé à Istanbul. Bye bye Kemal. Quelques instants après, son adversaire malheureux prend la parole. Kemal Kılıçdaroğlu reconnaît sa défaite. Le peuple a exprimé une volonté, celle de rejeter une forme d'autocratie, mais cela n'a pas suffi. Ce qui m'attriste, ce sont les grandes difficultés qui attendent la Turquie. Des résultats qui confirment l'issue du premier tour du 14 mai. Après 20 ans à la tête de l'État, l'indéboulonnable Erdogan avait recueilli 49,5% des voix. Ce scrutin met fin à des semaines de campagne ultra polarisée. Une partie de l'électorat rêvait d'un changement. Une population lasse de la crise économique, de l'effondrement de la livre turque, de l'hyper-présidentialisation du pouvoir. Mais pour affronter les défis, la majorité a choisi une autre voie, celle de la stabilité. Il n'est pas seulement le dirigeant de la Turquie, mais Recep Tayyip Erdogan est un dirigeant mondial, notre seul leader, notre seul guide. Des rassemblements spontanés se sont formés dans plusieurs villes de Turquie, même ici à Gaziantep. Dans cette ville, touchée par le terrible tremblement de terre en février dernier, la confiance en Recep Tayyip Erdogan ne s'est pas ébranlée. Et des milliers de partisans de Recep Tayyip Erdogan réunis en liesse à Ankara, on vient de le voir. Ankara où l'heure était bien évidemment à la fête. Ludovic de Foucault, le correspondant de France 24, était sur place. Ils sont des milliers à s'être réunis devant le palais présidentiel. Super, merci beaucoup. On aime beaucoup Tayyip Erdogan, on l'aime. Merci beaucoup. Des milliers à se réunir devant le palais présidentiel pour soutenir, pour acclamer le reis Recep Tayyip Erdogan. L'opposition a eu beau tenter de s'unir, rien n'y fait. Il n'y a qu'un seul président en Turquie, c'est Recep Tayyip Erdogan. Et pour tous ses supporters, c'est un signal évidemment pour la Turquie, mais aussi pour le monde. Reis, mutluluk, gurur. Reis, olana kadar ben onunla geldim, onunla giderim kardeş. Olana kadar yanındayız reis. Gel. Ümmeti Muhammed kazandı. Başka bir açıklama yok. Kemal'e veda. Kemal yok. Artık bitti. Bay bay Kemal. Avrupa bunu iyi dinlesin Avrupa. Bunu iyi dinleyin. Pour ses partisans, tout à leur joie, la victoire est écrasante. Mais les chiffres montrent une réalité différente. Car 48% de l'électorat turc a quand même voté avec pour seul objectif de faire partir Recep Tayyip Erdogan, le président qui héritera donc d'une société très divisée. Beaucoup de réactions à la suite de la réélection de Recep Tayyip Erdogan. Le président turc a reçu les félicitations de Joe Biden, le président américain, de l'Union européenne, également de l'OTAN. Volodymyr Zelensky a aussi félicité son homologue turc sur Twitter. Le président ukrainien a espéré un renforcement des liens entre l'Ukraine et la Turquie. Des élections également en Espagne ce dimanche, régionales et municipales, scrutin remporté par l'opposition de droite. Alberto Núñez Feijóo, le chef du Parti populaire, a estimé qu'avec la victoire de son camp, l'Espagne entamait un nouveau cycle politique.
Dans l'actualité également, Volodymyr Zelensky estime qu'il s'agit de l'attaque de drone la plus importante sur le territoire ukrainien depuis l'invasion russe. Et il salue les héros de la défense antiaérienne. La nuit dernière, la capitale a été massivement visée par une quarantaine de drones explosifs. L'armée ukrainienne affirme avoir détruit 58 des 59 engins envoyés par la Russie au sud du pays. Une attaque qui a coûté la vie à au moins 2 personnes. Le récit de Bilal Tarabeh. C'était la 14e attaque de drone sur Kiev et selon l'armée ukrainienne, la plus importante sur la capitale depuis le début de l'invasion. Nous avons vu arriver le drone et nous avons aussi vu le travail de la défense antiaérienne. Mais celui-ci a réussi à passer et il a frappé fort. Un drone Shahed de fabrication iranienne dont les pompiers ramassent les restes. Dans la nuit de samedi à dimanche, les soldats de la défense antiaérienne de Kiev affirment avoir abattu l'écrasante majorité des drones qu'aurait envoyés la Russie. Volodymyr Zelensky a tenu à leur rendre hommage. Aux forces de défense antiaérienne de l'Ukraine, pour vous, les alarmes qui annoncent les raids aériens sonnent différemment que pour la plupart des gens. Vous devez scruter le ciel pour détruire les missiles, les avions, les hélicoptères et les drones ennemis. Vous êtes nos héros. Mais les quelques drones qui ont réussi à franchir les défenses antiaériennes ont fait plusieurs morts et celles et ceux qui ont survécu sont choqués. À 2 h du matin, il y a eu des bruits très forts, très effrayants. Il y avait des bourdonnements et des explosions. Je ne trouve pas les mots. Il n'y a simplement pas de mots. La Russie, de son côté, affirme que les Occidentaux jouent avec le feu après l'accord récent des États-Unis pour des livraisons futures de chasseurs F-16. Situation confuse ce dimanche au Sénégal. L'opposant Ousmane Sonko, qui a entrepris vendredi une marche de retour vers Dakar depuis Ziguinchor, a disparu durant plusieurs heures. Il a finalement réapparu entre les mains de la police, qui l'a raccompagné de force chez lui à son domicile de Dakar. Sur place, les précisions de notre correspondant Eliman Ndao. La disparition d'Ousmane Sonko aura duré plusieurs heures ce dimanche. C'est en début d'après-midi que le média de son parti, le parti Pastef Les Patriotes, a publié un message d'alerte sur les réseaux sociaux informant de la disparition d'Ousmane Sonko. Et un vent de panique s'est emparé de ses militants et sympathisants qui s'inquiétaient de ne pas avoir de nouvelles d'Ousmane Sonko. Et dernière nouvelle, il était à Vélingara, ville se situant au sud-est du Sénégal, dans le cadre de sa caravane qu'il a intitulée Caravane pour la liberté, à quelques jours du verdict de son procès pour viol présumé. La caravane devait le conduire de Ziguinchor, ville du sud du Sénégal dont il est le maire, à Dakar, et il devait rencontrer un peu tous ces militants qui sont sur son trajet, les localités qu'il traversait. La caravane a été plusieurs fois dispersée par les forces de défense et de sécurité, également escortée ce samedi entre Kolda et Vélingara, les deux villes qui se situent au sud-est du Sénégal. Ousmane Sonko et ses partisans, tout comme les responsables de son parti, parlent de persécution, d'entrave à sa liberté de circulation. Le gouvernement, de son côté, informe que cette caravane n'a pas été déclarée ni autorisée et que le gouvernement veille ainsi à maintenir l'ordre. Les Mauritaniens se sont rendus aux urnes ce dimanche pour élire les 36 députés restants à choisir après un premier vote il y a 2 semaines. Le parti du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ressort renforcé de ces législatives. Il remporte 107 sièges sur les 176 à pourvoir. C'est donc de bon augure pour son camp à 1 an de la présidentielle. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur France Info, sur France 24. Prochaine édition dans une vingtaine de minutes. RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Les humoristes sont comme des enfants qui, en traversant les chambres obscures, chantent pour se donner du courage ». Elle est hilarante,
charismatique et sait brillamment s'amuser de tout, du quotidien aux pires situations. Elle transforme l'insipide en histoire fabuleuse, le banal en déconcertant, les drames les plus tristes en crise de rire. C'est une véritable alchimiste. À chacune de ses apparitions, c'est là qui fonce. Ouais, c'est là qui fonce. C'est clair, hein. J'y ajoute que son jeu scénique et sa façon de se mouvoir, preuve en est, sont impressionnants. Elle occupe l'espace, le remplit de sa présence et de son énergie. Cette go fait clairement partie de celles qui sont plus fortes que les hommes, des petites meufs élevées aux hormones. Et puisque le monde marche sur la tête et qu'évidemment, derrière nos sourires se cachent des vraies douleurs. Elle est extrêmement sensible à toute forme de discrimination. Universaliste, française, originaire de la Guinée, du Sénégal et du Maroc. Elle clame subtilement et à sa manière. Y'a pas de couleur pour aimer, pas de couleur pour souffrir, pas une couleur qui t'empêche de mourir. Pas une couleur pour s'aimer, pas une couleur pour sourire, pas une couleur pour pleurer. Et tous les supports sont bons pour cette performeuse, des scènes de théâtre aux réseaux sociaux jusqu'à la télé et le cinéma. Oui, tout est bon pour exprimer son art. Je connais très peu d'artistes aussi éclectiques. Vous avez certainement eu la chance de la découvrir dans les films Les Héritières, Friendzone, C'est la vie avec Josiane Balasco et Léa Drucker, ou aux côtés de Jean-Pascal Zadi dans En place et Tout simplement Noir, entre autres. En préparation de son nouveau spectacle et en rodage sur les planches de Madame Sarfati Comedy Club, vous pouvez en attendant la retrouver sur Netflix avec son seul en scène, plus drôle que la plus drôle de tes copines. Pour ceux qui n'ont pas la ref, de tes copines, ben ouais. Elle nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes Urbaines. Messieurs, dames, juste pour vous, l'excellente Fadili Camara. Écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. On connaît les coupés par cœur. Jeter de jambes. Ah ouais, par cœur. Et après, ça va être un enfer cette émission. Fadili Camara dans Légendes Urbaines, bienvenue chez toi ma sœur. Merci Juliette, merci de m'inviter grande sœur, merci, on est content d'être là à l'intérieur de la boîte qu'on regarde toujours qui est la télé. Je suis contente, merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir, merci d'avoir accepté. On va revenir sur tes débuts justement, ça c'est le rituel dans Légendes Urbaines. Tu es né à Paris, tu grandis à Neuilly-sur-Marne, donc pour contextualiser, Neuilly-sur-Marne c'est une chouette banlieue dans laquelle, comme dans plein de chouettes banlieues, tu as à la fois un côté assez bourgeois et puis un côté plus populaire quand même. Voilà. Tu as vécu un petit peu des deux côtés de la départementale. Ouais, on était un peu entre les deux, quoi. On baignait, quand on voulait être un peu plus calme, on allait dans notre petite résidence où il y avait plein de bourgeois. Et quand on voulait vraiment se remettre dans les sources, de toute façon, tous mes potes vivaient pas au même endroit que moi. On était, moi, ma mère, elle vivait, quand on vivait avec mon père, paix à son âme, on était vraiment, on était dans une cité qui s'appelait les Fauvettes. Et une fois qu'ils ont divorcé, on est parti dans une résidence un peu plus calme, où il y avait un peu moins de gens comme nous, mais vraiment très très calme. Donc mes potes étaient toujours là-bas. Ça apporte quelque chose d'avoir les deux. Ouais, ça apporte une ouverture d'esprit et ça permet de rencontrer des gens de différentes catégories sociales surtout. Que tu n'aurais peut-être jamais croisé en fait finalement dans ton adolescence. Si t'étais, ouais, exactement. Donc c'était vraiment, vraiment de très très bons souvenirs. Très très beaux souvenirs. Tes deux parents sont décédés. Paix à leur âme, ta maman récemment, l'année dernière. Exact. Ta maman est donc originaire c'est elle qui était guinéenne, sénégalaise et marocaine. Exact. Ton père guinéen. Il s'avère que ta maman, elle, est originaire de Kindia, c'est ça? C'est ça. Ton papa, lui, guinéen, est né à Dakar. Exactement, ils ont fait un croisé. Ils ont fait une espèce de chassé-croisé. C'est ça. En fait, comme ça. C'est quoi l'histoire? C'est ça, non mais je pense que c'était le destin. Hein. Vous allez vivre là où vous rencontrerez votre femme et vice-versa. Ouais, les deux s'étaient croisés.
Et ils se rencontrent à Dakar, finalement. Ouais, exactement. Ils se rencontrent à Dakar et c'est marrant parce que quand j'en parlais à ma mère et je lui disais, mais alors papa, c'est comment vous êtes rencontrés, comment? Elle était là. Bon, à la base, c'était pas comme c'est pas ce que je voulais au début, mais bon. C'était pas mon style au départ. Il m'a bien courtisé, donc ouais, voilà. Mais ouais, ils ont vraiment un destin croisé. Ils avaient vraiment un destin croisé tous les deux. Ouais. C'était la kermesse à la maison. T'as 3 frères, une sœur. Ouais. 3 frères et... Enfin, j'étais avec une sœur à la maison, 3 frères, 3 sœurs. 3 frères, 3 sœurs. Ouais, ouais. T'es l'une des plus petites, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Exactement. Ton petit frère et toi, 2 éponges. Vous pouvez regarder. Il y a votre grand frère qui arrivait avec une cassette VHS. Si vous aimiez le film, vous pouviez regarder 10 fois le même film en 5 jours. Ah, mais vraiment. Vous êtes des psychopathes. Non, mais vraiment. C'est-à-dire que Les Seigneurs des Anneaux, mais je les connais, mais je fais les répliques. Y a quoi encore? T'as même fait une adresse email au nom de... Tu peux me donner l'adresse email? Je peux vous la donner, je l'utilise même plus, je me souviens. C'est quoi ton adresse mail? Mon adresse mail, c'était greenleaf-f@hotmail.com. Je m'explique. J'étais amoureuse de Legolas quand j'étais petite. Mon frère, il sait pas il a créé un vrai problème parce que c'est lui qui m'a fait découvrir Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, j'achetais tous les... Il y avait un magazine qui s'appelait... Je sais pas si j'ai le droit de dire le nom du magazine. Un magazine qui s'appelait One. Je sais pas s'il existe encore. Et chaque semaine, comme Le Seigneur des Anneaux, à cette époque-là, ça fonctionnait énormément. Chaque semaine, il y avait un truc sur Le Seigneur des Anneaux. Et j'achète un hors-série, donc sur Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, il te montre chaque personnage du film, de la trilogie. Et il te donne donc son nom. Et je vois que Legolas s'appelle Legolas Vertefeuille. Et j'étais là, je peux pas mettre Vertefeuille. Non. Parce que moi, j'ai un peu un truc un peu carré. Je peux pas... Non. Greenleaf. Je vais le traduire dans sa fait Greenleaf. Et j'avais aussi un blog qui s'appelait Legolas 6. Voilà. Legolas 6 sur ton Skyblog. Non, mais je veux qu'on situe ce qui se passe dans la tête de Fadili. Parce que c'est ça l'enjeu de Légendes urbaines. C'est que se passe-t-il dans la tête de cette personne? À ce moment-là, je suis un elfe. C'est ça. Voilà. T'es un elfe qui écoute les New Kids on the Block et qui regarde les Guignols d'Abidjan. Les Guignols d'Abidjan, pareil. Tu te tuais avec ces cassettes-là. Ouais. Je me souviens que chaque semaine, il y a un DVD qui sortait. Ma mère, elle allait l'acheter au cybercafé qui était à la gare. Mais ouais, les Guignols d'Abidjan, on connaissait par cœur. Et ça, je pense que même dans ça a vraiment marqué mon style d'humour, en tout cas. Ouais, tu penses que ça t'a influencé? Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Les mimiques, les punchlines qui se balançaient, les sketchs même, parce que c'était vraiment des sketchs. Ce qui était fort, c'est qu'en fait, tu regardais les Guignols d'Abidjan, à la télé, tu pouvais très bien les imaginer aussi sur scène, tu pouvais très bien les imaginer, enfin vraiment, c'est quelque chose qui se déplaçait vraiment. Et dans la vraie vie même, de toute façon, les Guignols d'Abidjan, c'était vraiment, je trouve, un reflet. Alors, pas à tous les niveaux, parce que bon, tout se tournait forcément en Côte d'Ivoire, donc c'était pas la même vie. Mais il y a plein de choses qui se passaient dans des épisodes des Guignols d'Abidjan et tu te disais, ah mais ça me rappelle moi. Enfin, ça m'est déjà arrivé, ou ça me rappelle un de mes oncles. Enfin, c'était très humain, très touchant, très universel. Très universel. Toi, t'es un peu la relève justement de ce genre d'humour version Fadili et je pense qu'ils en sont fiers. Bonjour Juliette, bonjour Fadili. Bonne émission à vous. Moi, c'est Michel Gou. Je vous envoie cette vidéo depuis ma base pour vous dire que je vous soutiens. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Alors, Fadili, je voulais te poser une question. L'humour ivoirien que tu connais, qu'est-ce que tu as appris de l'humour ivoirien? Bon, ça c'est la première question. La deuxième question, quel est le film des Guignols d'Abidjan qui t'a le plus marqué? Merci à vous et on se dit à bientôt. Bonne émission à vous. Hey, go! Merci, c'était tout pour moi. On peut finir l'émission. Je suis trop contente. C'est ouf. Le grand Michel Gou. Le grand Michel Gou, c'est un plaisir. Déjà, je vais répondre à ces questions. Mais attends, je suis trop touchée, je suis trop contente. Je suis choquée. Qu'est-ce que tu réponds à Gou alors? Qu'est-ce que tu as pris de l'humour ivoirien, parce que c'est vraiment un humour particulier. Je pense que c'est les Ivoiriens, vraiment pour moi la Côte d'Ivoire, c'est un terreau de drôlerie, les gens, mais tout le monde a le sens de l'humour, c'est juste. Mais je connais pas un Ivoirien ou une Ivoirienne qui n'a pas le sens de l'humour. Carrément. Ils sont d'une drôlerie incroyable. En fait, moi ce que j'ai pris de l'humour ivoirien et ce que je respecte déjà, bon, ça c'est un peu plus technique, mais c'est le rythme. C'est vraiment, c'est de la punch tout le temps.
tout le temps, mais des fois même dans des petits moments de rien du tout, où il y a aussi parfois comment dire, il y a un truc qui est non-verbal aussi, c'est que parfois ils vont même pas parler, parce que quand ils parlent déjà, il y a un effet mitraillette, mais des fois c'est juste dans les mimiques. Des fois, tu vas parler à Clémentine, juste le regard qui va te faire comprendre que ça clairement, ça m'a influencé. Et aussi, c'est les sujets qu'ils abordent. Parce qu'ils ont une facilité à faire rire avec des choses qui, pour certains, sont parfois dramatiques. Donc, la maladie de Boéry, par exemple, dans ma famille, quand il a son insuffisance rénale, dans les Guignols d'Abidjan, j'en profite, en même temps, ça permet de répondre. Moi, mon épisode préféré, c'est clairement l'épisode de la tontine. Alors, j'espère que je ne me trompe pas sur le titre. Il me semble que c'est Niafou Niafou. J'espère que je ne me trompe pas. Si je me trompe, désolé. Mais c'est l'épisode où ils font la tontine et il y a Nastou à chaque fois qui mange la tontine. Et t'as toutes les autres, la Wabi, Safiatou et tout ça, qui ont la rage, qui essayent de tricher en mettant leur nom plusieurs fois. Mais même en mettant leur nom plusieurs fois, c'est encore le nom de Nastou qui tombe dedans. Non, franchement, moi, c'est mon épisode fétiche. C'est mon épisode fétiche. Il est trop marrant. Mais je pense qu'on peut les retrouver aujourd'hui, les Guignols. Ah, ceux-là sur Internet, tout ça. Ouais, tu les retrouves t'en trouves certains sur YouTube, mais pas tous, punaise. Pas tous. C'est ça qui est frustrant, là. Mais voilà. Mais voilà, Gousta, Sitar, envoie les liens, envoie les WeTransfer. Les Guignols d'Abidjan, parce que je sais qu'on est suivis dans le monde entier. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas les Guignols d'Abidjan. Et c'est vrai qu'il y a un côté intemporel et c'est toujours aussi hilarant. Mais toi, tu as toujours eu, en plus, au-delà d'être bercé aux Guignols d'Abidjan, entre autres, tout le monde disait que tu faisais le clown. Ça veut dire que de Sophie Soulaise, qui t'a connue petite, jusqu'à ton prof, paix à son âme, Monsieur Mignot, ton prof de sport, jusqu'à la maison. Tu faisais des sketchs constamment et tu passais ton temps à imiter les gens. À l'âge de 12-13 ans, carrément, ton prof de sport est allé voir tes parents en disant franchement, non, c'est trop. C'est trop, faut la mettre sur scène. Ouais. Je m'en rappellerai toujours. J'étais en 5e. C'était mon prof principal. Et en fait, quand il a dit ça, c'est un truc qui était un petit peu là. Et quand il l'a dit, en fait, d'une certaine manière, je crois que ça m'a un peu encouragée. Je me suis dit, putain, mais en fait, c'est-à-dire que on me voit faire ça. On me voit faire ça et j'étais contente qu'il dise ça à ma mère. Parce que c'est vraiment c'est lui qui dit à ma mère, il faut qu'elle fasse. Et ma mère, c'est sûr qu'elle va être là. On m'a du coup, le prof l'a dit, donc il va falloir qu'on fasse. On en parle. Qu'est-ce qui t'a motivé le plus quand tu t'es mise à écrire ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de transmettre ? Faire rire, c'est transmettre aussi, c'est passer des messages. Tu parles pas que de vernis à ongles, même si tu es capable de parler de vernis à ongles, de coupe de cheveux et de fashion police, tu vois. Mais tu parles aussi beaucoup de discrimination. Qu'est-ce qui a été le moteur pour toi, en fait ? Et comment tu as trouvé ce savant mélange entre les deux ? Le moteur, je dirais que c'était... je savais pas comment le dire autrement, en fait. Je savais pas comment... J'avais des choses à dire. Moi, je déteste les donneurs de leçons. Moi, je déteste les donneurs de leçons. Donc, je me suis dit, je vais pas me poser et puis dire aux gens, ouais, voilà, moi, je pense que ceci, cela. Enfin, on est tous quelqu'un. Je dis pas que je suis personne, mais on est tous quelqu'un. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis personne pour dire aux gens, il faut penser comme ça, comme ça, comme ça. Donc, moi, la meilleure manière que j'ai de transmettre les choses, c'est par le rire. Mais t'as de la pudeur, en fait, beaucoup, finalement. Ouais, peut-être. Peut-être, je me rends pas compte, c'est toi qui dis. Non, je te pose la question. Ah, est-ce que j'ai de la pudeur, tu veux dire en général ou... Quand tu joues, par exemple. Quand tu joues, t'es sur scène, tu fais mais c'est vrai que finalement... Ouais, quand je joue, y a certaines choses, par exemple, qui peuvent un peu me gêner, mais j'aime aussi sortir de ma zone de confort. Quel est le rôle dont tu rêverais ? Franchement, je crois que j'aimerais bien jouer un homme. Ouais, vraiment, je pense que j'aimerais bien jouer un homme. Parce que c'est tout à l'opposé de moi. Et encore une fois, je sortirais vraiment, vraiment, vraiment de ma zone de confort. Et ce serait un kiff de faire ça. De construire le personnage, d'observer un peu tout le monde, de voir comment le jouer, comment parler, comment me déplacer, comment... Je pense que j'aimerais bien ça. Ouais, jouer le rôle d'un homme. Avant de se quitter, tu nous fais un cadeau. Ouais. En fait, je t'ai demandé si tu avais envie de mettre en avant un ou une artiste. Et tu as proposé Lace, parce que elle a une plume incroyable. Et un flow. Genre vraiment, une voix, un flow,
Je suis trop contente qu'elle soit là et je veux que les gens la voient encore plus, encore et encore et encore. Avant d'accueillir Laïs, j'aimerais que tu passes un message universel à toutes les personnes qui nous suivent dans le monde entier. Moi, j'ai du mal à ne pas faire des phrases kitsch, mais les gars, aimons-nous vivants. C'est tout ce que j'ai à dire. Aimons-nous vivants, c'est pas de quoi est fait demain. Profitez de vos proches, profitez de votre vie. Vous vous réveillez le matin, vous respirez, vous mangez. Malheureusement, il y en a qui sont pas dans ces situations-là. Donc, les gars, kiffez et arrêtez de vous prendre la tête pour des sornettes. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Merci beaucoup. Mais merci. Longue vie à toi, ma chère amie. Merci. On va recevoir Laïs dans quelques instants. La famille, comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Paix, amour, lumière sur vous. One love, Fadilou. C'est se faire passer pour une actrice. Aujourd'hui, je vais vous parler qu'à cœur ouvert. Vous comprendrez au fil du temps pourquoi il y a beaucoup d'artistes qui se renferment. Pourquoi ça bloque toujours quand la plupart veulent toucher le sommet. À petit feu, je me fais du mal, j'entends plein de balles résonner. Je vais faire en sorte de vous expliquer pourquoi maintenant j'ai plus peur. Pourquoi j'ai décidé de me battre quand je vois le succès s'approcher. Pourquoi j'ai l'impression qu'être seule devient beaucoup trop vital. J'aimerais vous faire comprendre ce qui se passe derrière la baie vitrée. Moi je fais du rap car au départ ça m'apaise. Pas pour la fame, jamais je me suis dit qu'un jour c'était possible que les grands m'appellent. Je suis insouciante, c'est ma passion mais je sais pas trop m'insérer. Je suis même choquée que certains rappeurs m'accordent de l'intérêt. Ça me donne de la force de gauche à droite, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Ça parle contrat sans trop de papier mais ça parle plus manager. Toujours en cours donc à côté je me pose beaucoup de questions. Le prof me parle mais dans ma tête je pense à ma prochaine session. Il y a beaucoup de monde, j'aime bien les gens mais j'ai ce côté discret. Mon subconscient me dit que face aux rappeurs faut pas trop que je me disperse. Dans mon cerveau toujours une alerte qui fait sonner le beeper. Si je souris c'est peut-être qu'au fond je veux cacher toute ma tristesse. Faut peut-être le vivre pour le comprendre mais l'énergie c'est précieux. Les gens nocifs qui t'entourent sont toujours ceux que t'apprécieras. Je suis noire, je rappe et je suis une femme donc je suis toujours sous pression. C'est complexe quand je te répète que je veux montrer que j'existe. La culture, c'est tous les jours sur France 24. Retrouvez l'actualité artistique avec Louise Dupont, Sonia Patricelli et toute l'équipe culture de France 24. Des interviews avec des personnalités et stars de premier plan, mais aussi les conseils séries et cinéma de Nina Masson et Thomas Borez. Et enfin Claudicia avec son florilège de nouveautés culturelles africaines. Retrouvez toute l'équipe de À l'affiche tous les jours pour un concentré d'actualité culturelle. En 2018, le Soudan du Sud a connu un rare moment d'espoir. Après 5 ans de guerre civile, la paix semblait à portée de main. Qu'en est-il aujourd'hui? People are living in insecurity. You cannot go where you can work, you can get something for your family. 35 000 déplacés vivent dans des camps et tentent tant bien que mal de survivre. When people enter in the war, up to this time, people are still suffering a lot. Crisis of anger, the poverty, and then the killing. Pourtant, à Djouba, certains ont des raisons d'y croire. Mais cette enclave reste une exception dans un pays meurtri. Bien retour à Djouba sur France 24 et france24.com. À la une de l'actualité, Recep Tayyip Erdogan rempile pour 5 ans. Le président turc est réélu à l'issue du second tour de la présidentielle. Il appelle son pays à la solidarité et l'unité face aux défis qui l'attendent.
L'Ukraine dit avoir contré l'attaque de drone la plus importante sur Kiev depuis le début de l'invasion russe. Les forces de Moscou ont lancé sur la capitale la nuit dernière plus de 50 engins explosifs. Ousmane Sonko, ramené de force à Dakar, la police sénégalaise a brutalement mis fin à la caravane de la liberté, entreprise par l'opposant ce vendredi, officiellement en raison des heurts entre ses partisans et la police. Bonjour à tous, bienvenue sur France 24 et France Info. Recep Tayyip Erdogan reste donc au pouvoir en Turquie. Après 20 ans à la tête du pays, le président sortant est réélu avec plus de 52%, une victoire partagée avec ses partisans. Laura Cambo. Face à des milliers de partisans en liesse, Recep Tayyip Erdogan célèbre sa victoire au palais présidentiel à Ankara. Tout un symbole. Il rempile pour un 3e mandat. Notre nation nous a confié cette mission de nouveau pour une période de 5 ans. Nous devons nous focaliser sur nos rêves en tant que nation, nos ambitions et nous unir. Plus tôt, le président tout juste réélu s'est exprimé à Istanbul. Bye bye Kemal. Quelques instants après, son adversaire malheureux prend la parole. Kemal Kılıçdaroğlu reconnaît sa défaite. Le peuple a exprimé une volonté, celle de rejeter une forme d'autocratie, mais cela n'a pas suffi. Ce qui m'attriste, ce sont les grandes difficultés qui attendent la Turquie. Des résultats qui confirment l'issue du premier tour du 14 mai. Après 20 ans à la tête de l'État, l'indéboulonnable Erdogan avait recueilli 49,5% des voix. Ce scrutin met fin à des semaines de campagne ultra polarisée. Une partie de l'électorat rêvait d'un changement. Une population lasse de la crise économique, de l'effondrement de la livre turque, de l'hyper-présidentialisation du pouvoir. Mais pour affronter les défis, la majorité a choisi une autre voie, celle de la stabilité. Il n'est pas seulement le dirigeant de la Turquie, mais Recep Tayyip Erdogan est un dirigeant mondial, notre seul leader, notre seul guide. Des rassemblements spontanés se sont formés dans plusieurs villes de Turquie, même ici à Gaziantep. Dans cette ville, touchée par le terrible tremblement de terre en février dernier, la confiance en Recep Tayyip Erdogan ne s'est pas ébranlée.